s'il te plaît. Webinaire dédié aux données personnelles et aux nouveaux règlements européens. À mes côtés aujourd'hui, Fabienne Granowski de fgconseil.fr. C'est Fabienne notre CIL, prochainement notre DPO, mais là on va définir le DPO au cours de ce webinaire. Donc Fabienne, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Oui, bonjour à tous. Donc moi effectivement, je me positionne comme expert informatique et liberté et j'essaie de faire en sorte que les entreprises respectent les obligations légales des lois informatique et liberté. Je les accompagne pour cela. Alors tu essayes, mais tu réussis également. Voilà, donc alors au sommaire de ce webinaire, le contexte des données personnelles et de la législation, une synthèse du nouveau règlement européen, bien sûr les conséquences et les principales étapes d'adaptation pour vous, entreprise, et puis on passera à cette session de questions-réponses tout à l'heure. Alors, données personnelles et législation. Donc le contexte, bien évidemment, vous le connaissez, c'est celui de cette omniconnectivité aujourd'hui. On est en permanence connecté avec les smartphones, avec les ordinateurs, pour donner son avis, faire un certain nombre d'achats. Donc cette collecte de données, elle s'intensifie. On a vraiment beaucoup de, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le big data, beaucoup de données qui sont collectées par les entreprises. Et tout ça, d'ailleurs, nous amène à cette notion de données personnelles. Fabienne, quelle définition on pourrait redonner par rapport à ces données? Alors autrefois, la donnée personnelle, c'était tout ce qui permettait d'approcher de près ou de loin la personne. Dans le cadre du nouveau règlement européen, on va beaucoup plus loin sur la notion de données personnelles, puisqu'au fond, d'ailleurs, on ne parle plus de données personnelles, mais de données tout court. Et c'est toute information qui va se rapporter à une personne physique identifiée ou identifiable. Cette notion de identifié et identifiable, autrefois, c'est simplement identifié ou identifiable directement ou indirectement. Identifiable, donc, c'est tout ce qui va concerner la personne. Et est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée soit directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, ça c'est un élément tout à fait nouveau dans le nouveau règlement, un identifiant en ligne, on pense évidemment à un identifiant de connexion par exemple, ça aussi maintenant c'est une donnée qui va devenir quelque chose qu'on va surveiller. Et puis, des éléments spécifiques qui vont être propres à son identité physique, tels que par exemple des éléments physiologiques, génétiques, psychiques, économiques, culturels ou sociaux. On se rend bien compte là qu'on va très 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 loin et que toute donnée est très vite une donnée à caractère personnel, donc qui va être encadrée. Alors justement, par rapport à la législation en vigueur aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'évolutions qui sont liées d'ailleurs aux évolutions des usages et des technologies, avec un nouveau règlement européen, donc GPDR, GRPD. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, Fabienne, sur ces sigles d'ailleurs? C'est vrai que ces sigles, avec simplement ces consonnes, c'est difficile. En fait, en français, ça fait RGPD. RGPD pour Règlement Général sur la protection des données. En anglais, c'était General Data Protection Regulation, donc quelque chose de beaucoup plus, ce sont les mêmes lettres, on a beaucoup de chance, mais présenté différemment. Ce qu'on doit mémoriser en France, c'est le RGPD, qui a nécessité 4 années de travail absolument intensif au niveau de la Commission européenne, qui a aussi généré 4000 amendements avant d'être, près de 4000, puisqu'on est à 3990 amendements avant d'être voté. Aujourd'hui, le résultat, c'est quelque chose qui est composé de 173 considérants et de 99 articles. C'est-à-dire que, en gros, il faut arriver, digérer, mémoriser environ 200 pages écrites. Voilà. Alors, on ne va pas présenter ces 200 pages en une demi-heure, c'est évident, mais on va essayer de synthétiser tout ça, et notamment avec les objectifs et les motifs en fait du RGPD. Voilà, alors précisons que ce règlement a été voté un certain 27 avril 2016 et qu'il est applicable à partir du 25 mai 2016
2016 et 2018 dans l'ensemble des entreprises. 2016 pour l'ensemble des nouveaux traitements qu'on met en œuvre et 2018, tout le monde doit être absolument aligné sur ce règlement. Heureusement 2018 d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à interpréter, à comprendre d'ici là. Alors, dans les objectifs, le premier objectif, Fabienne, c'est... Le premier objectif, c'est de donner aux citoyens les moyens de reprendre possession de leurs données à caractère personnel. On considère que le citoyen, il a cédé ses données un petit peu comme ça, et puis on le connaît, l'effet cascade, l'effet session, l'effet, on ne sait plus très bien d'où ça vient, bref, on reçoit des informations de partout, mais on ne sait pas comment elles se sont échappées de chez nous. Donc on veut redonner aux citoyens des droits sur ces données. La notion de droit est très importante parce que cette notion de droit va être étendue. On ne va plus se limiter aux droits fondamentaux qu'on avait précédemment, c'est-à-dire les 4 droits, qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Deuxième point, c'est la simplification des formalités. Alors, ça, c'est la grande nouveauté du règlement. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un nouveau traitement de données à caractère personnel, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire une déclaration à la CNIL. Pour faire cette déclaration à la CNIL, on va sur le site de la CNIL, on essaie de voir dans quelle case on rentre, et puis on essaie de faire entrer notre traitement dans une case, et sinon on fait une déclaration normale, voire une autorisation. Demain, tout ça s'arrête, sauf pour les traitements très très particuliers. Demain, les formalités, elles seront dans l'entreprise elle-même, avec une documentation beaucoup plus importante, beaucoup plus précise et beaucoup plus forte. Mais plus de formalités à la CNIL, donc la CNIL va s'alléger complètement sur ce plan-là pour se concentrer davantage sur des problèmes, on va dire, de sanctions, de vérification, mais aussi d'ouverture sur l'avenir en essayant de trouver les bonnes solutions par rapport aux problèmes justement identifiés. Or, tout ceci va dans un sens de facilitation. Alors tout ça, c'est pour faciliter effectivement la libre circulation des données au sein de l'Europe, puisqu'au fond, ce règlement, il va s'appliquer du jour au lendemain aux 27 pays européens de la même manière. Et ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Alors moi, j'ai retenu 4 piliers fondamentaux de ce nouveau règlement RGPD. Le premier, c'est la notion de accountabilité, la notion de responsabilité. On va y revenir en focus dans un instant. Le deuxième, c'est aussi une nouvelle notion de privacy by design, et on va vous expliquer tout ça. Le troisième point aussi fondamental, c'est l'analyse d'impact avant tout type de traitement. Et puis le quatrième, ce sont les règles nouvelles sur la violation des données. Alors premier point, la notion de accountability. Alors la accountability, ça fait carrément l'objet d'un article dans le nouveau règlement. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'article 5. Et cela signifie que le responsable de traitement prend un véritable engagement qui est un engagement responsable, c'est la mode, cette notion d'engagement responsable, mais c'est un engagement à respecter l'ensemble de ces lois. Il va être vraiment la tête de la responsabilité, mais contrairement à ce qu'on avait précédemment, où le responsable de traitement était 100% responsable de tout, on a une co-responsabilité qui va arriver avec tous les acteurs autour de la donnée. Par exemple, les sous-traitants, par exemple également le DPO. Il n'y aura plus seulement un responsable, même s'il y a une tête de responsabilité, il n'y aura plus un responsable de tout, mais il y aura des co-responsabilités, des responsabilités conjointes, rarement uniques en tout cas, mais vous comprenez bien que ça s'organise, et là la CNIL va avoir beaucoup de travail pour préciser justement les limites de chacun. Mais cette accountabilité va nécessiter pour les entreprises, on le sent déjà, une révision de l'ensemble des contrats avec les différents acteurs, par exemple. D'où une façon de travailler un petit peu différemment aussi, et une façon de travailler très en amont, c'est-à-dire dès le départ avec le privacy by design. Absolument. Alors le privacy by design, c'est quoi? Ça veut dire que fondamentalement, quand on va concevoir une base de données, on va essayer de faire en sorte de traiter le moins de données à caractère personnel possible, et de faire en sorte aussi que, en cas de crise, de sécurité, de violation de données, il y ait le moins de dégâts possible. Donc on va essayer d'éparpiller le plus possible les risques sur la personne et sur ses données. Et donc on va construire des modèles avec des techniques et des méthodes qui font que d'emblée, on attaquera moins un ensemble de données personnelles globalement, et en tout cas pas à la personne, en éparpillant les données de la personne sur la base.
nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aborder en amont. Et toujours dans cette façon d'aborder en amont les traitements, il y a cette notion d'analyse d'impact. Alors l'analyse d'impact, c'est quoi? C'est avant tout travail, avant de commencer quoi que ce soit, on va s'interroger sur est-ce que c'est bien ce qu'il faut faire, est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut faire, comment est-ce qu'on va le faire, et surtout quels sont les risques pour la personne autour des développements que l'on va réaliser. Alors c'est très très important cette notion d'analyse d'impact, et je pense que on verra des prestataires d'analyse d'impact arriver sur le marché. On va se poser la question, par exemple, de la nécessité du traitement. On va se poser la question de la proportionnalité du traitement. Est-ce que c'est bien et la question aussi des risques pris pour la personne par rapport au traitement. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour justement faire face à ces risques. Et tout ça avec une volonté d'intérêt de la personne défendue et qui devient une priorité. Alors, autre point important qui évolue, c'est l'aspect du consentement préalable. Bien évidemment, on le connaissait déjà, mais il s'élargit, s'approfondit. Le consentement s'élargit de façon extrêmement importante. On a même failli avoir ce qu'on appelle un consentement systématique pour tout traitement. Heureusement, subsiste encore cette notion d'intérêt légitime du traitement, l'intérêt légitime du responsable de traitement pour continuer à opérer des traitements sur la donnée personnelle. Cependant, le consentement peut aujourd'hui être retiré à tout moment pour la personne. La personne dispose de ces données, il doit consentir, il doit savoir à quoi il consentit, à quoi il consent. Il doit aussi, par exemple, être en mesure de retirer son consentement à tout moment, et quand il donne son consentement, il le donne pour une finalité bien précise et pour une durée extrêmement précise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va être obligée de documenter tout ça et d'être à tout moment capable de retracer comment est-ce qu'elle a fait pour obtenir le consentement de la personne. Ça, c'est un point important qui veut dire aussi qu'en termes de documentation, eh bien, on va aller beaucoup plus loin que l'on ne va aujourd'hui. Alors, on précise bien qu'effectivement, le consentement doit être clair, explicite. Donc, ce qu'on faisait avant en termes de silence, de cases cochées par défaut ou inactivité ne constitue pas un consentement. Oui, tu as raison Thierry, c'est vraiment là le grand changement, c'est-à-dire que demain, tout ce qu'on fait, on va le dire et surtout on va l'écrire et on ne fera plus rien en pensant que qui ne dit rien consent. On sort complètement de cette attitude-là. Autrefois, on était transparence et loyauté, mais on avait quand même cette ligne de fond qui ne dit rien consent. Demain, ça c'est terminé, il y a une grande croix là-dessus. On va tout dire et on ne fera évidemment que ce que l'on dit et rien d'autre, avec en plus la petite cerise sur le gâteau, la possibilité pour la personne à tout moment de changer d'avis. Je veux plus, je dis non, j'arrête. Voilà. Et on va retrouver ça au niveau des droits que l'on va développer tout à l'heure, au niveau des nouveaux droits de la personne. Alors justement, avant ou aujourd'hui encore, les droits sont actuellement 4 droits informatiques et liberté, un droit d'information, bien sûr, un droit d'opposition au traitement, bien sûr, sous réserve de motifs légitimes, un droit d'accès à l'information et un droit de rectification et de suppression des données. Donc on peut dire qu'il y avait 4 droits fondamentaux jusqu'à aujourd'hui, et demain, avec le nouveau règlement, c'est un petit peu plus de droits. Donc un premier droit. Alors, avec le nouvel règlement, effectivement, on voit arriver de nouveaux droits. Il faut dire aussi que la loi Le Maire avait ouvert ce chemin des nouveaux droits, avec en particulier, citons-là, le droit à l'outil. Donc les nouveaux droits, c'est quoi? D'abord, on avait un droit d'information. Mais souvenez-vous, ce droit d'information, c'était quoi? C'était simplement pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire avec qui on était, qu'est-ce qu'on allait faire avec vos données, et puis surtout vous donner un accès à vos droits de suppression, justement, d'opposition et de modification. Et ça se limitait à une petite phrase du genre, conformément à la loi informatique et liberté, vous la connaissez tous, généralement encore 6 en bas de page sur le formulaire de collecte, et cette petite phrase ne disait pas grand-chose. Les nouveaux droits demain, eh bien, on peut penser qu'on va rentrer dans une vraie littérature qui va ressembler un petit peu aux conditions d'utilisation d'une application iPhone aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vraiment détailler l'ensemble des droits, une information complète qui vous permettra, vous, individu, de revenir sur vos droits à tout moment.
Et puis ce droit d'être informé en cas de violation de ces données, c'est un point qui est très très important. C'est-à-dire que quand un fichier est détourné de sa fonction initiale, tout simplement les pirater, eh bien vous serez informé de cette violation des données. Aujourd'hui, ça n'était pas fait systématiquement, ça dépendait un petit peu de ce que l'on avait estimé qui devait être fait ou pas. Voilà. Cet élément peut être stressant pour les personnes, soyons bien conscients. Concernant le droit d'effacement ou le droit à l'oubli, donc il est repris évidemment dans ce règlement, ça veut dire que vous pouvez à tout moment demander d'être déréférencé par exemple d'un moteur de recherche. Ça veut dire aussi que par exemple sur un compte Facebook, si vous avez des photos que vous ne voulez plus voir s'afficher, vous pouvez le demander. Bien sûr, tout ceci est associé de conditions. Si cette information que vous demandez, voire supprimer, est une information qui peut apporter quelque chose sur le plan historique, on peut toujours vous l'opposer et vous ne pourrez pas faire valoir votre droit à l'oubli. Ce n'est pas un droit universel et complet en réalité. Autre droit un petit peu nouveau, c'est celui de la transmission de la portabilité. Alors voilà, vous voulez changer d'opérateur téléphonique, aujourd'hui c'est très compliqué, comment faire pour par exemple transporter tous mes contacts. Demain ce sera très simple, l'opérateur, le fournisseur qui a capté vos données, qui les a stockées quelque part, sera tenu de les mettre sous un format tout à fait exploitable par un nouveau fournisseur et de faire en sorte que vous puissiez les porter très simplement. Alors ça a des impacts directement dans l'organisation des données qu'on va devoir mettre en place dans les bases de données justement pour pouvoir complètement. Il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple, c'était il y a 2-3 ans au niveau de Facebook, quelqu'un s'est amusé à demander à avoir toutes les données en faisant valoir cette fois-ci son droit d'accès, et il s'est vu remettre 1440 fichiers dont la lecture était absolument impossible, parce qu'à chaque fois c'était des logiciels différents. Ça ne sera plus possible, il faudra que ce soit sous un format lisible, compréhensible, transcriptable facilement, et donc pour le passer facilement d'un opérateur à l'autre, ou d'un fournisseur à l'autre, d'un fournisseur de services. Alors qu'est-ce que le droit à la limitation du traitement? Alors, le droit à la limitation du traitement, c'est-à-dire que si vous cédez vos données pour un traitement bien précis, eh bien, on n'a pas le droit de faire plus que ce que l'on vous a annoncé. On ne peut plus faire tout ce que l'on veut avec les données que vous passez. Et évidemment, là, on a très envie de s'interroger sur les problématiques de scoring qu'on va aborder plus tard. Mais on revient à cette notion de traitement limité. Et de limitation de traitement, c'est aussi une limitation de durée. C'est-à-dire que à chaque donnée collectée est associée une durée. Quand on arrive à cette date limite de péremption, la donnée doit disparaître. Et ça, on reboucle là-dessus sur le privacy by design. Quand on va concevoir nos bases de données, on aura à chaque fois une date de péremption de la donnée, et cette donnée va tomber à sa date de péremption. Alors tu as évoqué là tout à l'heure le droit d'opposition par rapport à des traitements, c'est le 6e point, notamment pour encadrer le profilage, tu parlais de scoring à l'instant, là on va pouvoir s'opposer à du scoring. C'est pas parce que l'on transmet ces données à une entreprise que l'entreprise peut tout faire avec, et à tout moment on peut exprimer son droit d'opposition, il doit être entendu. Pour exprimer ce droit d'opposition, ça veut dire que l'entreprise va vous suggérer de l'exprimer avec un vocabulaire simple et compréhensible. Là encore, on va renforcer cette espèce de loyauté, transparence, langage clair, accessible à tous. Et alors en face de ces nouveaux droits, bien sûr, arrivent des nouvelles sanctions financières, entre autres, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise en cas de violation de ces dispositions. Oui, ça c'est quelque chose qui fait très peur effectivement, et il y a de bonnes raisons d'avoir peur, parce que ces sanctions, c'est une vraie réponse aux difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui. Si on regarde la liste des sanctions appliquées par la CNIL en France, on s'aperçoit bien qu'on est très en retrait de tout ce que peut proposer par exemple l'Espagne ou les Pays-Bas, et on est en même temps complètement négligeable pour une grosse entreprise qui donc a tout intérêt à continuer à exploiter vos données sans travailler légalement, plutôt que de se mettre dans les clous, parce que de toute façon ça ne coûte pas grand-chose. Donc ça c'est fini, terminé, on passe à autre chose. Et l'Europe en ce sens, donc les 27 pays européens vont être très très différents de ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, focus maintenant sur le droit à l'oubli qui correspond à l'article 17.
avec notamment le droit donc d'effacement des données personnelles lorsqu'on ne veut plus que ces données soient traitées. Alors l'effacement effectivement des données personnelles, c'est quoi? C'est d'abord l'effacer des bases de données. Alors on peut penser que des problèmes énormes vont se poser. Et là encore, on devra le penser dès le départ avec les analyses d'impact, avec les approches de privacy by design, où on doit être capable de retirer les données d'une personne sans pour autant faire s'écrouler la base de données. Aujourd'hui, c'est pas très simple de supprimer des données comme ça. Demain, il faut être parfaitement capable de le faire, évidemment, à condition que ceci soit fait pour des raisons légitimes, et pas n'importe comment, puisqu'évidemment, il faudra avoir la preuve que la personne qui demande l'effacement des données est bien la bonne personne et qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Et alors là, il s'ajoute aussi une chose, c'est que lorsque on fait la demande d'une entreprise, cette entreprise doit la transmettre à ses sous-traitants, le cas échéant, s'il y en a. Absolument, et puis à toutes les problématiques de collecte indirecte, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les données circulent d'une entreprise à l'autre, et ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La notion de collecte indirecte va continuer à exister, les cessions en cascade vont continuer à exister, mais aujourd'hui, quand vous exercerez votre droit d'opposition sur une entreprise, si cette entreprise a transmis vos données à d'autres entreprises, eh bien, elle devra le faire savoir et faire en sorte que ces données soient effacées. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment là un travail considérable pour les entreprises pour se mettre en conformité. Alors on vient de parler bien sûr des exceptions, on ne va pas y revenir. Le droit d'être informé, ça c'est plusieurs articles concernés. On va aller beaucoup plus loin sur le droit d'être informé. Alors moi j'ai plus d'écran là. Non, c'est parce qu'il a dû se mettre en veille. Bon, on voit toujours au travers de la caméra. Tout va bien. Donc effectivement, le droit d'être informé, ça c'est avant toute collecte d'informations. Encore une fois, ces informations seront beaucoup plus développées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et il faudra réfléchir sur la manière intelligente de les faire apparaître pour la personne et surtout de faire en sorte que la personne les lise. Le langage devra être aussi clair et simplifié. Voilà, donc on a parlé de la violation des données graves tout à l'heure. En cas de violation des données, donc un courrier à chaque personne pour dire le fichier a été hacké, détourné, etc. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que nous avons fait pour réparer. Sachant que violation de données, on peut aussi penser sanction. Il y aura sanction lorsqu'il y a violation des données. Voilà, donc la partie sécurité sera également importante. Alors ensuite, le droit de transmettre. Donc on en a parlé, la portabilité des données pour faire passer d'un fournisseur à l'autre. Tu évoquais tout à l'heure la messagerie électronique par exemple, et puis donc un meilleur contrôle des données. Oui, alors on peut penser aussi par exemple que dans ce cas-là, la concurrence est facilitée. Vous voulez changer de banque, ce ne sera pas si compliqué. Aujourd'hui, changer de banque, c'est quand même assez compliqué. Demain, ça le sera beaucoup moins. Et du coup, on va renforcer la concurrence entre les sociétés, à condition bien évidemment que tout le travail en amont pour faciliter cette circulation soit bien réalisé. Alors, un point très important aujourd'hui, là, qui intéresse tous les directeurs marketing, entre autres, c'est le profilage. Oui, comment peut-on imaginer faire un marketing propre sans profilage? Comment peut-on imaginer faire un marketing propre sans profilage? Comment peut-on imaginer adresser à tout le monde des communications sur des couches-culottes qui n'intéressent finalement qu'une petite partie de la population? Le profilage est une chose extrêmement importante pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un éco-marketing quelque part. Or demain, on ne pourra pas faire de profilage sans avoir un consentement de la personne à faire ce profilage. Alors bien évidemment, on va segmenter le profilage. Quel est le profilage? Est-ce que ça veut dire ne pas bénéficier d'un avantage, le profilage? Est-ce que c'est en raison d'une situation économique? Est-ce que c'est quelque chose qui est segmentant dans un sens négatif ou est-ce que c'est segmentant au contraire dans un sens écologique? Tous ces points-là seront étudiés. Et en tout cas, pas de profilage sans consentement de la personne concernée. Et encore une fois, qui dit consentement dit à tout moment, je peux retirer mon consentement. Voilà, alors bien sûr, ça c'était déjà un petit peu le cas, pas d'objet discriminatif ou de discrimination. Absolument, la discrimination c'est vraiment ce qu'on veut chasser tout à fait. Et donc, s'il y a un risque de discrimination, on peut tout à fait demander des explications et faire une rencontre face à face pour se faire expliquer le logiciel qui vous a discriminé. Voilà, ça va quand même très loin. Alors, un profilage pas uniquement automatique. Absolument. Pas uniquement automatique, c'est qu'en fait, encore une fois, là, on essaie de rentrer et de casser toute notion de discrimination. Alors, quand on aborde le terme du profilage, on est quand même sur un terme un peu générique là,
Et on aura absolument besoin du regard de la CNIL pour nous guider sur bien faire le tri, choisir un petit peu là où on peut aller, là où on ne peut pas aller et le faire proprement. La CNIL va avoir un accompagnement extrêmement fort sur tous ces points-là. Et d'ailleurs, cet accompagnement est en route. Il a commencé par des questions, par un sondage auprès des correspondants informatique et liberté pour bien comprendre où étaient les points de blocage, où étaient les difficultés. Et ensuite, on va essayer de construire des codes de conduite, des façons de faire les choses pour le faire simplement et en toute transparence. Alors, moi, en tant qu'homme de marketing, par exemple, je suis inquiet sur des aspects de score d'appétence, de score d'attrition, des scores de réassort, etc. Est-ce que ça va m'impacter directement dans ma conduite de mes scores actuels? Alors, dans la conduite des scores en lui-même, peut-être pas, tout dépend encore comment le score est conduit, tout dépend du niveau de discrimination dans le score. Est-ce qu'il y a véritablement un risque de discrimination? On entend là discrimination sur des données sensibles, c'est politique, religieux, orientation sexuelle, données génétiques, biométriques, etc. Est-ce qu'il y a un risque de ce côté-là ou est-ce que c'est purement un score construit sur une utilisation communiquée de consommation de biens tout à fait normaux? Je pense qu'on ne peut pas mettre les deux choses sur la même ligne. Maintenant, tout dépend de ce qu'il y aura eu en amont comme information de la personne. Sachant que une personne bien informée donc aura donné son accord sur ses scores d'une part, et d'autre part, elle pourra à tout moment retirer cet accord. Alors, on va passer rapidement sur la protection des enfants parce que vous aurez les diapos qui seront téléchargeables à l'issue de ce webinaire d'ici quelques minutes après le webinaire. Donc, on vous laissera lire. Bien sûr, ici, on va essayer de protéger davantage les enfants. Une surveillance centralisée. Oui, alors on se rend bien compte que le rôle de la CNIL ne sera pas du tout le même que ce qu'il est aujourd'hui. Le rôle de la CNIL va être beaucoup plus orienté donc, sur un accompagnement. Et puis au niveau de l'Europe, on aura une surveillance centralisée avec une forte évolution du G29 qui devient le Comité européen de protection des données. Et cette surveillance centralisée, ça c'est pour toute l'Europe. Et donc on pourra se référer plus facilement à ce comité qui ensuite vous dispatche là où ça va bien pour avoir les réponses qui vous conviennent, qui sont des réponses qui sont cohérentes d'un pays à l'autre. Et ça, c'est tout à fait rassurant. J'avais hier encore une question qui me venait de Belgique en me disant, voilà, en Belgique, on fait comme ça. Comment est-ce qu'on fait en France si je veux être conforme à la loi informatique et liberté? Demain, ça, c'est terminé. On fera circuler la donnée très librement entre la Belgique et la France. On aura les mêmes surveillances, on aura les mêmes contraintes et on avancera d'une façon tout à fait indépendante, donc plus forte. Alors, là, ça concerne vraiment toute l'Europe, mais également les entreprises qui sont hors de l'Europe devront se conformer au règlement européen. Oui, puisque dès lors que l'internaute est européen, il est concerné par ce règlement et il est surtout protégé par ce règlement. Et donc, on parle d'une façon européenne, aux Européens, mais pas européens de nationalité, simplement parce qu'on est installé sur le sol européen avec les traitements réalisés en Europe. Tous les traitements réalisés en Europe devront respecter ce règlement. Alors Fabienne, on connaissait le SIL, le correspondant informatique et liberté, et maintenant il va falloir se faire un nouveau SIL, le DPO. Voilà, le DPO. Alors le DPO, c'est une évolution du SIL, bien sûr, mais avec un pouvoir, ou du moins des responsabilités très étendues. On sait qu'autrefois, le SIL, c'était simplement un responsable de traitement qui déclarait un SIL. Donc, il pouvait déclarer le SIL qu'il voulait, comme il voulait, et l'engagement était porté par le responsable de traitement uniquement. Et si le SIL, d'ailleurs, faisait mal son travail, c'était le responsable de traitement qui portait cette responsabilité. Demain, le Data Protection Officer va avoir un rôle beaucoup plus fort dans l'entreprise et surtout, il va être responsable de la protection des données. Cette responsabilité donc est plus importante, mais elle demande à être détaillée, décrite, comprise. Et là, la CNIL travaille déjà sur ce sujet. La première question à se poser, c'est est-ce que tous les SIL seront naturellement des PO? Même cette question-là n'est pas évidente. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire. On va faire une petite synthèse des points et des 12 principes qu'on a construits ensemble du RGDP. Donc, le premier, c'est l'extension de la définition de la donnée personnelle avec le renforcement du consentement qui doit être vraiment explicite. Ça, c'est clair. Et puis, on va le demander plus souvent. L'allègement des formalités préalables.
donc avec un nouveau rôle des autorités de contrôle. Absolument. L'analyse d'impact préalable à tout type de traitement, on en a parlé, donc ça c'est un point essentiel. Et la documentation des solutions qui va demander donc un travail très très important pour l'entreprise. Cette notion d'engagement responsable avec le accountability. Alors là, on pense évidemment à la révision de tous les contrats. Voilà. La responsabilité conjointe, et ça c'est vraiment nouveau, hein, de tous les acteurs et pas uniquement du responsable de traitement, là, on vient de l'évoquer. La nouvelle notion de DPO, hein, bien sûr. Le privacy by design, c'est-à-dire en amont, dans les process, collecter le moins possible de données à caractère personnel. Et faire en sorte qu'on puisse les supprimer très facilement sans pour autant casser notre système, avec à chaque fois, je le disais, je tiens beaucoup, cette notion de date de péremption dès lors qu'une donnée existe. Sachant qu'une donnée, alors là je rentre un petit peu dans la complexité des choses, mais c'est pour vous faire toucher du doigt, le fait qu'une donnée peut avoir plusieurs dates de péremption. Elle est saisie pour une chose, elle a une péremption qui est une certaine péremption, et puis elle va être utilisée pour autre chose, elle a une autre péremption. On se rend bien compte par exemple que sur le plan fiscal, ou sur le plan de la garantie d'un produit, on a besoin d'une date, mais la durée de validité de cette date ou de cette donnée n'est pas la même. La sécurité, un point crucial et essentiel, on en a un petit peu parlé puisque maintenant il va y avoir des obligations à informer en cas de hacking et puis il pourrait y avoir des sanctions, donc c'est un point vraiment à vérifier, à contrôler. Renforcement des droits des personnes, donc le consentement, la politique relative, voilà, je passe un petit peu ce que je vois le temps, le droit à la portabilité des données, donc ça c'est quand même les trois points essentiels. Les nouvelles applications territoriales, puisque là c'est chaque consommateur européen qui est concerné par la même législation finalement, et puis le transfert des données personnelles hors UE qui est beaucoup plus encadré, avec un alourdissement du coup en conséquence des sanctions équivalentes dans tous les États, hein, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, on l'avait évoqué. Alors, les étapes d'adaptation aujourd'hui pour une entreprise qui connaît la législation actuelle, Fabienne, puisque ça dans ton process aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais là qui va être renforcé. Alors, la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'on manque un petit peu de visibilité sur le devenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il va falloir s'adapter, maintenant on ne sait pas très bien par où commencer. Bien, pour savoir par où commencer, c'est très simple. On va d'abord regarder où sont les données personnelles dans l'entreprise, quelles sont-elles, on va faire un inventaire complet de ces données et on va faire un inventaire de tous les processus autour des données. Ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble tout simplement à un audit informatique et liberté. Et ça je recommande vivement parce que si déjà on a ça, on est très bien. À partir de cet inventaire, on va pouvoir documenter tous les traitements. Comment est-ce qu'on documente tous les traitements? Tout simplement sur le moule classique du registre des traitements, qui est actuellement tenu par le SIL, qui va vous décrire pour chaque traitement les finalités, les durées, les sécurités, les données traitées, les destinataires, etc. Tout ce qui se passe autour de ces données. Tout ça est très simple, mais une fois qu'on a fait ça, on y voit clair. Alors ensuite, bien évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un traitement? Je le rappelle, c'est important. Une finalité égale un traitement c'est une finalité et c'est tout. C'est-à-dire que si on fait plusieurs choses, il s'agit de plusieurs traitements. Derrière vont venir de nouvelles mentions d'information. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ces mentions aujourd'hui. Donc on sait qu'on aura une ligne mention d'information, mais on ne sait pas encore très bien comment il faut rédiger tout ça. Et là, je pense que là, il faut attendre la CNIL, puisqu'on aura des guides de conduite là-dessus. Et ensuite, sur les étapes d'adaptation, on va travailler sur la sécurité du système d'information, c'est très important, on le fait aujourd'hui, je crois qu'il faut le faire davantage. Il faut aussi avoir une sensibilisation des employés sur ce sujet et des salariés, y compris à mon avis dans les contrats de travail, puisque aujourd'hui, on ne doit plus laisser traîner un seul fichier de données sur son disque dur, on ne doit plus envoyer en pièces jointes sous Excel, un fichier de données, etc. Donc là, sécurité système d'information, mais c'est pas seulement ça, ça va beaucoup mieux que ça, mais ce petit détail que je vous donne là est quelque chose de tellement courant, tellement banal et tellement grave en même temps, qu'il est dommage de ne pas s'adapter sans attendre. Oui, il faut oublier l'email en fait, hein, pour transférer aujourd'hui des fichiers. Il faut oublier l'email, et si l'email y a, il faut crypter la donnée absolument systématiquement.
Le recueil du consentement, on l'a vu, il va être important. Voilà, alors il va être important, on pourrait le rapprocher un petit peu des mentions d'information parce que ça va venir avec, mais là encore on manque un peu de visibilité. On sait que l'intérêt légitime du responsable de traitement subsiste pour recueillir ce consentement, et donc on pense qu'on va pouvoir continuer, mais maintenant le cadre précis est encore un petit peu flou. Donc ça, on sait qu'il y a un gros travail là-dessus, précisément quoi, on ne sait pas. Maintenant, plus on informe, plus on aura de consentement et plus on sera content. Les contrats prestataires, parce que Alors là, les forcément, contrats prestataires, on sait bien que tout le monde est responsable maintenant, donc cette responsabilité, il faut la mettre noir sur blanc, et cette responsabilité, elle va très loin, puisqu'elle va également dans les problématiques de sécurité, de durée et d'effacement. Tout ça, ça va très très loin, il faut être sûr que les choses sont bien respectées, donc on refond systématiquement tous ces contrats. se préparer à la notification obligatoire en cas de violation de données. Donc là, il y a un vrai travail au niveau du service informatique. Violation de données, comment on fait, et on surveille davantage. Il y a des tas d'outils pour surveiller ce qui se passe. Il faut vraiment s'y coller et faire en sorte que les violations soient détectées avant même qu'elles n'arrivent. Se préparer à la portabilité des données. On ne va plus concevoir un système d'information sans penser que l'on peut effectivement extraire facilement les données pour les mettre sous une forme exploitable par d'autres sur des choses qui sont simples et standards. Et puis bien sûr des mises en œuvre de nouvelles modalités qu'il va falloir élaborer pour respecter les nouveaux droits. Donc tout ça en fait partie. Alors, avant de passer à la séance de questions-réponses, deux petits mots nous concernant, puisque Amabi c'est à la fois prestataire, éditeur, donc conseil et intégrateur sur les aspects de qualité de données, sur les aspects donc de correction, de validation de ces données, et puis également sur les aspects de référentiel client unique, de gestion de base CRM et de business intelligence. Donc on est forcément concerné par tout ce qu'on vient d'évoquer ici, et c'est d'ailleurs pourquoi Fabienne, tu nous accompagnes dans nos missions, des missions qui sont relatives à la donnée personnelle et à cette mise en application de la législation. Donc on intervient sur ces audits que tu viens de décrire ici, audits de traitement, pour être en phase avec la CNIL, bien sûr. Donc, oui, parce que l'audit de traitement, finalement, va vous permettre d'avoir exactement un état, une documentation très complète de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et dans cette documentation, vous aurez tous les points faibles. Et tous ces points faibles, il reste ensuite à les hiérarchiser et les traiter. Et une fois qu'ils sont traités, on est conforme. Ce n'est pas des choses très compliquées. C'est du temps, bien sûr, donc c'est de l'argent, on va dire, mais aussi c'est de la conformité. On va s'apercevoir qu'on peut travailler beaucoup plus simplement, beaucoup plus proprement, et donc beaucoup mieux. Voilà, donc cet accompagnement, on vient de l'évoquer, et même tu fournis des formations labellisées CNIL intra ou interentreprise pour effectivement, tout à l'heure on parlait de sensibilisation des salariés dans l'entreprise, et c'est assez stratégique parce que ça commence par là, dans les process, l'humain est au cœur des process, il n'y a pas uniquement les outils, il n'y a pas uniquement les process, mais l'humain également. Tout à fait, il faut donner aux salariés vraiment les moyens de répondre à toutes les questions qu'ils se posent. Le salarié est souvent un peu désemparé devant des questions qui se présentent. Il faut qu'il puisse très simplement poser la question pour avoir une réponse tout de suite et traiter le problème immédiatement, ne pas rester dans le flou. Il y a des choses qui sont très très étonnantes, en particulier sur la définition de la donnée à caractère personnel. On s'aperçoit que les gens manipulent des données à caractère personnel sans comprendre la puissance de ce qu'ils ont entre les mains. Et c'est tout à fait dommage. Alors tous les secteurs d'activité sont concernés. Ici on donne quelques références sur lesquelles on intervient. Tout à l'heure d'ailleurs j'ai vu passer une question, c'était est-ce que les administrations sont concernées? Bien sûr. Voilà, l'administration traite les premières concernées, puisque les administrations traitent un nombre et un volume de données extrêmement important sur les personnes. Elles vont beaucoup plus loin que les entreprises, quand on pense à l'administration fiscale par exemple. Donc évidemment, heureusement les administrations concernées, chaque mairie est concernée. Voilà. Alors Fabienne, on aura l'occasion de refaire des webinaires sur le sujet parce que, bien évidemment, vous l'avez tous compris, il reste des zones d'ombre, enfin des points à éclaircir. La CNIL y travaille en ce moment avec les correspondants informatique et liberté. Donc on reviendra dans le courant de l'année prochaine très vraisemblablement sur ces précisions de la CNIL pour un mode opératoire encore plus précis. Je vous donne rendez-vous bien sûr, avant de passer à cette séance de questions-réponses,
le 29 septembre pour tout ce qui est de la méthodologie de la création d'un référentiel client unique. Vous allez pouvoir retrouver en replay ce webinaire. Dans quelques instants, quelques minutes après la fin du webinaire, vous retrouverez également le diaporama. Et puis on va pouvoir, sans plus attendre, répondre aux premières questions. Yves va nous apporter la liste puisqu'il les a notées. Mais d'ores et déjà, on peut répondre à la première qui est: cela s'applique-t-il au B2B? Alors, cela s'applique-t-il au B2B? On a la réponse dès le premier chapitre du nouveau règlement, où le champ d'application est traité. Et donc la protection des données s'applique quelle que soit la nationalité ou la résidence des personnes physiques. Elle ne couvre pas les données personnelles de personnes morales, ni des personnes décédées. Ça va varier en fonction des États. Mais quand on dit qu'elle ne couvre pas les données personnelles de personnes morales, ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, effectivement, une personne morale, c'est un nom, un prénom qui détient une entreprise, d'accord. Mais cette personne morale, lorsqu'elle fait de l'échange de mails, c'est pas en tant que personne morale qu'elle le fait, c'est en tant que personne physique. Or, on se retrouve bien derrière une personne physique, une vraie personne. Et donc, le B2B, bien évidemment, est impacté. Il est impacté d'une façon peut-être un peu plus subtile. Mais là encore, on aura besoin des éclairages de l'ERCNIL pour comprendre comment avancer plus précisément. Le sujet, cette question est une très bonne question. J'espère que très vite, on saura plus précisément comment aller. Mais n'oubliez pas que derrière un email de personnes morales au sens nom, prénom et nom de domaine d'entreprise, il y a une personne physique. Merci Géraldine. Alors, Pierre-Charles nous pose une question. Est-ce qu'on doit appliquer tout ceci à tous les traitements ou au seul traitement à risque, PIA? Alors, ceci s'applique à tous les traitements de données où la donnée répond à la définition du règlement que l'on vient de regarder. La définition de la donnée, je vous l'ai communiquée. Vous la retrouvez aussi explicitement à l'article 4. C'est toute information qui va se rapporter à une personne physique identifiée ou identifiable, tout simplement. Et donc, le règlement, effectivement, concerne toutes les parties d'entreprise. Alors, bien évidemment, si vous avez une base de données de produits, avec uniquement des noms de produits et jamais un nom de personne attachée à ce produit, dans cette base de données, qui va être peut-être un référentiel de processus métier, mais au sens technique, eh bien, vous n'avez pas à déclarer ce traitement. Dès lors que vous avez par contre des gens qui ont acheté ce produit, qui sont attachés à la base de données produit, vous avez à déclarer le traitement. Pas à le déclarer. Aujourd'hui, à le déclarer, oui, bien sûr. Demain, à le référencer. Alors, une autre question de Pierre-Charles qui nous demande si le consentement implicite est toujours possible au nom de l'intérêt légitime, s'il y a une bonne information conforme au règlement. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui à travers le règlement. La CNIL va nous aider à mieux interpréter cette notion de consentement. Aujourd'hui, on lit que l'intérêt légitime est toujours ici. Mais en même temps, l'intérêt légitime, est-ce que ça veut dire que vous avez le droit de faire tout et n'importe quoi? Certainement pas. Donc, consentement, certainement. Est-ce qu'on aura toujours le consentement? Je dis certainement parce que tout ça n'est pas encore tout à fait décrypté par la CNIL, mais associé à ce consentement, une information généreuse et précise et lisible, et claire, et je ne sais pas dire encore, mais une véritable information. C'est pas parce qu'on donne son consentement que tout est possible et que tout est permis. Alors Pierre-Charles continue, il nous pose une autre question, il nous dit: existe-t-il déjà des outils pour adapter les formats de portabilité aux nouvelles règles? Est-ce qu'il y a déjà des prestataires sur le marché qui ont défini des formats d'échange en fait? Malheureusement, je n'ai pas du tout d'informations à ce sujet. Là encore, on attend les codes de bonne conduite qui vont nous permettre de l'établir. Moi, je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant, par curiosité comme ça, je ne l'ai pas fait, d'interroger une société quelconque, même, pourquoi pas un Facebook, en disant, voilà, je voudrais faire valoir mon droit à la portabilité, qu'est-ce que vous me proposez? Ou même le faire auprès de sa banque, ou auprès d'un prestataire téléphonique. Et voir un petit peu qu'est-ce qui nous prépare et qu'est-ce qui va se faire. Ils vont nous dire qu'évidemment, ça, ils ont un petit peu de temps pour le mettre en œuvre, mais quels sont les formats, qu'est-ce qui va se mettre en œuvre, mais quels sont les formats, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne question. Nathalie nous demande, merci Pierre-Charles pour toutes ces questions, Nathalie nous demande si la péremption des données, pour la péremption des données, on peut identifier des familles de produits pour y rattacher une date limite d'utilisation.
Alors, la péremption des données, il y a deux choses. Il y a d'une part la péremption naturelle d'une donnée, je fais référence à des obligations, par exemple légales et fiscales. Et puis ensuite, il y a la chose toute bête, vous passez commande d'un produit, vous voulez être livré. À partir du moment où vous êtes livré et que vous avez payé, pourquoi est-ce qu'on devrait garder cette donnée? Donc ça, c'est une péremption qui va être exigeable, systématique, c'est-à-dire que dès lors que le produit est livré, on n'a pas à conserver dans la base de données l'information qu'on a collectée pour vous le livrer. Maintenant, sauf si vous, particulier, vous ne souhaitez pas délivrer à nouveau cette information à chaque fois. Et vous verrez ainsi apparaître des petites croix en disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on garde cette information pour éviter de la redonner à nouveau. Mais ce sera tout à fait libre à la personne. Il est difficile de dire aujourd'hui qu'il y a des familles de produits pour lesquels on peut garder une date de péremption plus qu'une autre. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a des finalités. Durée de conservation est associée à une finalité de traitement. Et c'est cela qu'on va voir apparaître. Et par contre, sauf si la personne vous donne une autorisation différente. Donc on pourra toujours botter en touche et sortir par le haut, mais il faudra informer la personne systématiquement et obtenir d'elle qu'elle vous donne effectivement le droit de conserver cette donnée au-delà de ce que naturellement on aurait dû avoir le droit de faire. Merci Nathalie pour la question. Yannick nous demande comment sont traitées les administrations et collectivités, notamment au niveau des sanctions. Alors on a dit qu'effectivement elles étaient concernées par le nouveau règlement, puisqu'elles traitent de la data. N'ayant pas de chiffre d'affaires, comment vont-elles être sanctionnées? Je crois qu'on a la réponse, puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Alors par contre, je pense évidemment que d'autres solutions vont être trouvées, mais en particulier, vous vous souvenez, vous le savez, la CNIL avait la possibilité de publier des sanctions, de le faire savoir très largement. D'ailleurs, la personne qui était sanctionnée, bien souvent, devait elle-même payer la publication de ces sanctions. Je pense que là, des choses vont se passer. Il faut savoir aussi que dans la mesure où on va travailler avec une co-responsabilité beaucoup plus importante, on peut imaginer que l'on va travailler aussi à éviter de tomber dans ces cas-là. Une autre question, merci Yannick, et une autre question, est-ce que la réglementation s'applique également à des pays comme la Suisse? Alors la Suisse ne fait pas partie de la Commission européenne, de la Communauté européenne, et donc on a bien parlé des 27 pays européens. La CNIL, la Suisse a sa propre CNIL, entre guillemets, qui d'ailleurs fait un excellent travail. Mais ça, c'est un jugement de valeur, mais c'est vrai. Là, j'ai du mal. Alors, DPO obligatoire. Alors, est-ce que le DPO, ça c'est Xavier qui nous demande si le DPO est obligatoirement salarié de la société? Bien sûr que non. Non, absolument pas. On reste encore dans des DPO qui peuvent être internes ou externes, qui sont obligatoires ou facultatifs, obligatoires pour des grosses sociétés, facultatifs pour d'autres, recommandés pour les sociétés qui traitent un grand nombre de données. Tout ça va être parfaitement cadré. Je pense que très vite, on va voir sortir un code de conduite autour du DPO qui va nous aider à éclaircir un petit peu les choses. Les données personnelles des salariés sont-elles également concernées? Bien sûr, complètement concernées. Alors aujourd'hui, les données personnelles des salariés sont souvent externalisées puisque aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des services de paye externalisés. Donc ça, c'est complètement concerné et encadré. Et puis, vous avez toutes les problématiques aussi de gestion des ressources humaines qui aujourd'hui sont encadrées par une déclaration CNIL, qui est une déclaration simplifiée, auquel on doit obéir au doigt et à l'œil, et on est complètement encadré là-dessus, et on le restera, même si la déclaration tombe. Il y aura donc une documentation précise sur ce qui est fait, comment on le fait, et avec quel droit. En particulier, on vous envoie un CV en pièce jointe par email, vous n'avez pas le droit de le garder 5 ans. Vous devez le garder un temps limité et informer la personne qu'elle a un droit d'accès à son CV. Tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut organiser, ranger et prévoir, il me semble. Et pour lesquelles, je pense, la plupart des salariés dans une entreprise aujourd'hui ne sont pas informés de ce type de contraintes. Les salariés, en fait, ils ont une pression importante et c'est vrai que ces contraintes-là, ils ne les voient pas. Et pourtant, c'est très important de le... Donc, en fait, on devrait systématiquement, dans les entreprises, avoir une demi-journée, une journée de sensibilisation par an pour bien comprendre et surtout répondre à toutes ces questions spontanées qui parfois semblent triviales en termes de réponse, mais auxquelles on n'ose pas forcément répondre ou traduire ou exprimer en tout cas. Et c'est tout à fait dommage.
Alors, la validité, Pierre-Charles nous redemande si la validité d'une donnée, on y a un peu répondu, mais dépend-elle de la finalité de chaque traitement? Quelle piste pour la mise en place? Alors, la validité, alors je ne comprends pas La bien. validité d'une donnée dépend-elle de la finalité de chaque traitement? Alors, en C'est fait, la date limite. la date de validité, est-ce qu'elle dépend de chaque traitement? Oui, bien sûr, elle dépend de chaque traitement. Chaque traitement a besoin d'un certain nombre de données, il doit le justifier et on va retrouver cette justification dans les mentions d'information. Ça veut dire, vous le comprenez bien, qu'on ne va pas faire de traitement de collecte de données sans informer la personne sur la finalité, puisque l'on a un traitement, une finalité. Lorsqu'on collecte une donnée personnelle, pour donner un exemple de salarié, pour lui produire sa paye, ça n'est pas la même collecte que celui d'un bilan annuel fait par un service de ressources humaines. Et là encore, c'est une autre collecte, avec une autre finalité. Yannick nous demande si les données intégrées dans le CRM sont concernées. Alors, oui, bien évidemment. Elles sont complètement concernées, absolument, et on peut s'interroger sur toutes les données qui sont collectées par les cartes de fidélité. Là, il va y avoir un travail très très important d'information de la personne, au risque de voir tout à coup des bases de données entières disparaître. Alors, Dana nous demande, Facebook leur demande de leur transmettre leur base de données, c'est ce que je comprends. Quel est le risque? C'est une question qui est absolument effrayante. Voilà, je ne peux rien dire de plus là-dessus. De quel droit? Enfin, déjà, les bases de données qui sont chez vous ne sont... Ce qui vous appartient, c'est le logiciel, c'est pas le contenu. Le contenu appartient uniquement à la personne concernée. Est-ce que la personne concernée a envie d'avoir ces données qui partent sur Facebook? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on sait très très bien qu'énormément de données personnelles partent chez Facebook, parce que si vous laissez ouvert votre... je ne veux pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, vous avez un certain nombre de flux très très importants de circulation entre Facebook et l'ensemble des sites qui proposent de s'inscrire via Facebook ou qui proposent tout simplement cet échange avec Facebook, c'est très grave. N'oubliez jamais une chose, vous traitez de la donnée personnelle, cette donnée ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit de l'envoyer où que ce soit sans en informer la personne. Ça me paraît effrayant. C'est comme si on rentrait chez vous, on va dans vos placards, on ne vous demande pas votre avis. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Il faut absolument arrêter ça, remettre les choses dans l'ordre et bien comprendre que le seul propriétaire des données personnelles, c'est la personne concernée. Mes données sont à moi et à personne d'autre. Je peux vous les prêter, mais c'est à condition que vous me les rendiez à tout moment, quand je le souhaite, et que vous les conserviez le temps que je décide, tout simplement. C'est un sujet très très grave ça, et je pense que si on arrive bien à comprendre que les données appartiennent uniquement aux personnes concernées, il y a beaucoup de choses qu'on ferait peut-être autrement. Diana nous demande si l'utilisateur de l'outil Google Analytics, je pense que c'est Google à la mesure du web, pour connaître les visiteurs, nécessite-t-il le consentement préalable de l'internaute? On y répond déjà en partie avec les cookies. Voilà, on est obligé, parce qu'il y a cookies, on est obligé d'avoir un bandeau qui va donc expliciter par le bandeau ce que l'on va faire. Alors ensuite, on n'a pas obligatoirement, disons que c'est un consentement passif, parce que si la personne continue sa navigation, ça veut dire qu'on a son consentement, mais si elle veut aller bloquer Google Analytics dans ses réglages, elle peut tout à fait le faire, et on est censé lui donner le chemin à prendre pour aller bloquer ses cookies si elle le souhaite. Voilà, sachant qu'il y a une partie des données là ici qui peuvent être anonymes au départ, parce qu'on ne connaît pas forcément l'internaute, néanmoins on est obligé de lui demander son... Mais dans le futur règlement, on est sur une donnée de connexion, et donc une donnée de connexion devient une donnée que l'on doit encadrer. Et donc dans le futur règlement, ces données-là, tout cookie, est une donnée de connexion, même s'il est anonyme. Il faut savoir une chose, c'est qu'une donnée anonyme, en fait, elle est anonyme qu'un certain temps. Il suffit qu'elle approche une donnée personnelle et qu'on la rapproche dans un DPM, par exemple, et elle devient une donnée personnelle. Et c'est à ce titre qu'on lui doit une certaine protection. Encore une fois, les données personnelles appartiennent uniquement aux personnes concernées. Alors, autre question, quelles précautions à prendre au regard du traitement des listes Blocktel? Alors en fait, si on comprend bien le fonctionnement de Blocktel, il n'y a pas de circulation du tout de données de quoi que ce soit. Puisqu'au fond, Blocktel, c'est quoi? C'est adressé à un centre qui s'appelle Hostel, un fichier pour lequel on va faire, même pas toper, on va faire sortir de ce fichier les gens qui sont inscrits sur Blocktel. C'est-à-dire on va faire sortir les numéros de téléphone
qui sont inscrits sur Blocktel. Alors après, si vous vous amusez à rapprocher le fichier reçu de ce que vous avez en base pour le toper en Blocktel, vous faites effectivement un traitement. Ce traitement doit être déclaré puisque vous faites un traitement sur une donnée à caractère personnel. Dès lors que vous faites ce traitement sur une donnée à caractère personnel, vous le déclarez et vous informez la personne. Et tout va bien. Lucie nous demande si les prestataires externes type routeur d'email, par exemple, qui reçoivent donc les bases email de leurs clients pour router le mail, même si c'est à délégation finalement du client, hein, de l'annonceur, la péremption de ces données doit-elle être contractualisée avec le client? C'est essentiel, essentiel. Et là, vous avez des tas de choses qui vous échappent dès lors que vous confiez vos fichiers, évidemment, à un routeur. Et je vous recommande de confier vos fichiers à un routeur. Il n'y a qu'une façon de faire, c'est ça, si on veut passer les FAI. Mais vous avez toute la problématique des listes d'opposition. Ces listes d'opposition, sont-elles déclarées? Où sont-elles? Comment sont-elles? On ne sait pas. Et là, vous avez vraiment un travail contractuel très, très important. Lorsque vous adressez un fichier à un routeur d'email, vous adressez un capital de l'entreprise. Il n'y a aucune raison de laisser circuler du capital librement comme ça. Il faut que les choses soient très encadrées. Encadrées sur un plan contractuel et encadrées sur un plan sécurité et encadrées sur un plan protection de la vie privée de la personne. Voilà. Merci Fabienne. Alors je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Merci à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous donc le 29 septembre pour le prochain webinaire sur le référentiel client unique. Nous aurons l'occasion de revenir avec Fabienne et sachez que chez Amabis, bien évidemment, on reste à votre disposition pour valider avec vous ces aspects de nouveaux règlements, d'adaptation, comme on vient de l'évoquer. Vous avez vu au travers des différentes questions qu'il y a matière à travail. Il y a matière à audit, il y a matière à revisiter les processus, il y a matière à formation aussi interne. Et tout ça, donc, on peut vous accompagner. Donc, merci à tous. Merci Fabienne. Merci à vous. C'était tout à fait intéressant. Merci pour vos questions. Elles étaient de bonne qualité. Elles donnent simplement envie d'aller plus loin et approfondir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.